Au cœur des annales de l'histoire, des énigmes persistent sans réponse univoque à ce jour. Ce sont souvent ces zones d'ombre du passé qui deviennent un terreau fertile pour les théories de la conspiration, et bien que les esprits cartésiens aient au fait de les balayer d'un revers de main, la sagesse populaire nous murmure qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Au fondement de chaque légende de ce type se trouvent des artefacts réels et des faits documentés. Notre quête, si l'on peut dire, consiste à démêler le fil de la vérité historique de ces enchevêtrements ultérieurs et des inventions fantaisistes. Et c'est avec la légende de la mystérieuse planète Nibiru que nous entamerons ce voyage. Il y a environ 5 millénaires, dans les terres fertiles de la Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate, sur le territoire de l'Irak actuel, région que les Grecs de l'Antiquité baptisèrent Mésopotamie, une civilisation prodigieuse s'épanouit. Ce peuple, que nous connaissons sous le nom de Sumériens, a posé les jalons de l'écriture, de l'architecture monumentale, d'une vie urbaine complexe, du droit et, point crucial pour notre propos, de l'astronomie scientifique. Leur culture fut l'un des tout premiers et des plus éclatants témoignages d'une société hautement organisée dans l'histoire de l'humanité. Les Sumériens ont érigé les premières et magnifiques cités-États de l'histoire, parmi lesquelles Uruk, Ur, Lagash, Eridu et Nippur. Chacune de ces cités possédait une autonomie complète, avec sa propre armée, son code de loi, des marchés animés et, bien entendu, un temple majestueux. Le sanctuaire, ou Égal, ce qui signifie « grande maison », n'était pas simplement un lieu de rite religieux. Il constituait le véritable cœur battant de la vie urbaine. On y trouvait l'administration, le tribunal, le trésor, l'observatoire scientifique et l'établissement éducatif où étaient formés les futurs scribes, fonctionnaires et prêtres. La mission principale de ces élites cultivées était non seulement de maintenir l'ordre terrestre, mais aussi d'observer scrupuleusement et avec passion l'ordre céleste. Les Sumériens étaient convaincus que tout ce qui se passait sur Terre, d'une récolte abondante à l'issue d'une guerre, était le reflet direct de la volonté divine, codée dans le mouvement des étoiles, des planètes et de la Lune. De cette époque, nous sont parvenus des dizaines de milliers de tablettes d'argile où s'étalaient des caractères cunéiformes, témoins silencieux de leur existence. Parmi elles, on trouve des rapports économiques, des jugements judiciaires, des poèmes épiques, des traités médicaux et des catalogues astronomiques. Une valeur inestimable réside dans les textes découverts dans les ruines de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, dans sa capitale Ninive. Cette collection, mise au jour en 1849 par l'archéologue Austen Henry Layard, fait aujourd'hui la fierté du British Museum. Parmi ces trésors se distingue la célèbre double tablette Mul-Apin. Datant du 8e siècle avant notre ère, elle contient des observations systématisées qui ont été menées pendant au moins les 700 années précédentes. Cet artefact n'est pas un mythe, mais un véritable chef-d'œuvre scientifique, la première encyclopédie stellaire de l'humanité. Elle y décrit avec une précision étonnante les trajets du Soleil, de la Lune et des planètes, enregistre les constellations saisonnières, les horloges stellaires et fournit même des recommandations pratiques pour les agriculteurs, fondées sur les cycles célestes. Les Sumériens et leurs héritiers culturels, les Babyloniens, connaissaient avec une exactitude troublante les 5 planètes visibles à l'œil nu: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ils les appelaient les vagabonds célestes, par opposition aux étoiles fixes, et chacun de ces corps était associé à une divinité tutélaire et puissante. Vénus à la déesse Ishtar, Mars au dieu de la guerre Nergal, et Jupiter au dieu suprême Marduk. Leur trajectoire était scrupuleusement suivie et consignée dans des tables, à partir desquelles étaient élaborées à la fois les prévisions astronomiques et les prédictions astrologiques. Et voilà que, dans cette profusion de données astronomiques précises, un mot énigmatique surgit périodiquement:
Nibiru. En acadienne, langue apparentée aux Sumériens, il se prononçait Neberu, et sa racine évoquait le sens de traversée, de gué ou de lieu de passage. Ce terme figure dans des textes mythologiques, astronomiques et même calendaires, mais sa signification est toujours restée polysémique et contextuelle. Dans certains cas, Nibiru est un point conventionnel dans la voûte céleste, l'endroit où se croisent l'équateur céleste et l'écliptique. Dans d'autres, c'est la désignation d'une étoile spécifique. Ainsi, dans l'épopée babylonienne de la création du monde, le Enuma Elish, il est dit que le dieu Marduk établit le poste de Nibiru afin d'indiquer les chemins aux étoiles-dieux afin qu'aucun d'eux ne se perde. Dans d'autres textes, Nibiru est identifié à Jupiter, particulièrement au moment de sa culmination, lorsque la planète géante brille de 1000 feux, haut au-dessus de l'horizon. La tablette K6174 des archives assyriennes mentionne que l'apparition de Nibiru annonce des changements. Certains éminents chercheurs, dont le sumérologue Wayne Horowitz, se basant sur l'analyse de textes similaires, ont conclu que Nibiru pourrait ne pas avoir été un corps physique concret, mais plutôt un point de repère céleste, une sorte de balise dans le système de coordonnées des astronomes antiques, à partir duquel étaient tracées les trajectoires des autres astres. Il est crucial de le souligner. Dans aucun texte sumérien ou babylonien authentique connu, Nibiru n'est décrite comme une planète, et encore moins comme un corps céleste avec une orbite incroyablement allongée, s'étendant au-delà des confins du système solaire. Une telle notion n'existait tout simplement pas chez les civilisations antiques. Cependant, au cours du XXe siècle, ce nom était destiné à acquérir une signification entièrement nouvelle et sensationnelle. En 1976, l'écrivain Zecharia Sitchin publia son ouvrage « La 12e planète », dans lequel il affirmait avoir réussi à déchiffrer les textes sumériens d'une manière inédite. Il prétendait y avoir découvert des mentions d'une planète qui s'introduirait dans le système solaire tous les 3600 ans, et que sur ce monde habitaient de puissants extraterrestres, les Anunnaki, qui auraient créé l'humanité. C'est ainsi que, sur les ruines de l'astronomie antique et des fragments de mythes, naquit une légende dont l'ombre allait recouvrir la véritable histoire de la Mésopotamie pendant plusieurs décennies. Il étayait ses affirmations en se référant à une ancienne tablette censée représenter le système solaire avec des corps supplémentaires. Pourtant, aucun de ces arguments ne résiste à l'épreuve des faits scientifiques. Ainsi, la célèbre tablette VA 243, qu'il présentait comme une preuve irréfutable, ne contient en réalité qu'un motif géométrique stylisé, et non une carte de notre système planétaire. Ces traductions des textes sumériens divergent radicalement des versions académiques universellement acceptées, et la grande majorité de ces affirmations retentissantes reposent sur de libres conjectures et spéculations. Les plus grands assyriologues, philologues et archéologues mondiaux, y compris des sommités tels que William Hallow, Robert Simpson et Michael Heiser, ont soumis les travaux de Sitchin à une analyse détaillée et ont rendu un verdict sans appel. Ces ouvrages ne relèvent ni de l'histoire, ni de la linguistique, ni de l'archéologie, mais d'une pseudoscience habilement déguisée. Malgré cela, ces livres ont connu une popularité colossale. L'idée de la planète Nibiru s'est infiltrée dans la culture populaire et, au début des années 2000, a commencé à se propager activement sur Internet. À l'approche de l'année 2012, sur la vague d'interprétation erronée du calendrier Maya, le mythe de Nibiru a connu une seconde jeunesse, engendrant une anxiété collective. On commença à l'appeler la planète de l'Apocalypse, et cette histoire a pris une telle ampleur que la NASA a été contrainte de publier un démenti officiel, où il était clairement expliqué « Aucune planète avec de tels paramètres n'est détectée, observée, ni n'existe ». L'ironie du destin veut que, presque au même moment,
une autre hypothèse, authentiquement scientifique celle-ci, soit née dans le champ de l'astronomie réelle. En 2016, les chercheurs Michael Brown et Konstantin Batygin ont présenté des calculs mathématiques qui laissaient entrevoir l'existence possible d'une 9e planète massive, bien au-delà de l'orbite de Neptune. Sa présence n'a pas été confirmée par des observations directes, mais elle est supposée sur la base d'anomalies dans le mouvement d'objets cosmiques lointains. Cette planète hypothétique a reçu le nom de travail de Planète 9 et, malgré toute tentation de parallèle, n'a absolument aucun rapport avec la mythique Nibiru. Ainsi, nous sommes face à deux réalités. Une réalité scientifique, fondée sur des artefacts, des textes et des données vérifiables, et une réalité culturelle, tissée de mythes, de fantasmes et de croyances populaires. Mais une chose reste incontestable. Les Sumériens étaient bel et bien d'éminents astronomes, cherchant dans la danse céleste des astres un ordre, des rythmes et des signes. Leurs observations ont jeté les fondations de toute l'astronomie ultérieure. Et même si Nibiru n'a jamais été une planète, son nom est devenu un puissant symbole de l'éternelle soif de mystère de l'humanité et de son aspiration à expliquer l'inconnu. Cependant, les mystères ne se cachent pas seulement dans l'abîme scintillant du cosmos. Certains d'entre eux gisent juste sous nos pieds, ensevelis sous la neige, parmi les montagnes silencieuses et les arbres séculaires. Ce sont des secrets où tout est trop tangible pour être une fiction, et en même temps trop illogique pour trouver une explication simple. L'une de ces histoires glaçantes s'est déroulée en hiver 1959 dans l'Oural septentrional, en Union soviétique. Un groupe de 9 randonneurs s'est lancé dans une expédition complexe et a disparu sans laisser de traces. Leur tente, retrouvée plus tard, avait été découpée de l'intérieur. Les corps de certains participants ont été découverts sans leurs vêtements d'extérieur, présentant des blessures monstrueuses, inexplicables, et des traces de radiation ont été détectées sur leurs affaires. L'enquête, qui a duré 3 mois, s'est conclue par une formule sans issue. La cause du décès était une force naturelle irrésistible. Après cela, un silence de plomb s'est installé pour des décennies. C'est une histoire où presque chaque fait est officiellement documenté, mais où presque aucun n'a trouvé d'explication exhaustive. Les participants à cette randonnée fatale n'étaient pas des aventuriers dilettantes. C'étaient des personnes entraînées, disciplinées et expérimentées, qui avaient à leur actif plusieurs expéditions. Tous étaient des étudiants et diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, âgés de 20 à 27 ans, presque tous dotés d'un esprit d'ingénieur, connaissant parfaitement les règles de sécurité et les spécificités de la survie en conditions extrêmes. Le groupe était mené par Igor Dyatlov, un étudiant de 5e année, radio-ingénieur talentueux, réputé pour son calme, sa fiabilité et ses qualités de leader. Avec lui cheminaient ses amis, parmi lesquels Georgi Krivonichenko, Yuri Doroshenko, Nikolai Thibault-Brignol et Zinaïda Kolmogorova, tous habilités à des itinéraires de la plus haute catégorie de difficulté. Le groupe comptait également Lyudmila Dubinina, l'une des rares jeunes femmes à oser les randonnées hivernales. Elle avait 21 ans et avait déjà vécu une situation extrême lorsqu'une personne était décédée lors d'une autre expédition. L'un des participants les plus âgés et les plus énigmatiques était Semyon Zolotarev. Âgé de 37 ans, il était un étranger pour le groupe déjà formé et s'était joint à l'expédition au dernier moment. Homme au passé militaire et doté d'une expérience de service, il savait parfaitement comment se comporter dans des circonstances critiques. Il formait une équipe où chacun connaissait son rôle, un collectif soudé, physiquement résistant, doté d'un plan clair et d'une vaste expérience. C'est précisément ce fait, leur préparation exceptionnelle, qui transforme la tragédie en un puzzle insoluble. Le groupe a entamé son parcours le 27 janvier 1959.
La dernière fois qu'ils ont été vus vivants, c'était dans le village de Vijay, d'où ils avaient commencé leur ascension vers le mont Otterton. Le 1er février, ils ont établi leur campement sur le flanc du mont Kolatsiakil, une montagne voisine. Ce fut leur dernière nuit, vécue selon les règles, dans un monde où la logique et l'expérience humaine avaient encore voix au chapitre. Le choix de leur dernier bivouac, à lui seul, interroge. Une pente exposée aux 4 vents, d'une dangerosité et d'un inconfort extrême pour quiconque songerait à y passer la nuit. Apparemment, ces randonneurs expérimentés n'avaient tout simplement pas eu le temps de descendre plus bas, jusqu'à la lisière de la forêt, avant la tombée de la nuit. Après ce moment, toute communication avec eux cessa définitivement. La date de rappel pour leur prise de contact, le 12 février, s'écoula dans un silence assourdissant. L'opération de recherche ne fut lancée que le 20 février, et le 26 du mois, les sauveteurs tombèrent sur la tente du groupe. Partiellement ensevelie sous la neige, elle se tenait en pente, et sa toile était déchirée de l'intérieur. À l'intérieur demeuraient tous les objets de valeur, vêtements chauds, provisions de nourriture, documents, une hache et des chaussures. Du pan déchiré, vers le massif forestier en contrebas, s'étirait une chaîne d'empreintes de pas, les traces de ceux qui, pieds nus ou en simples chaussettes, avaient marché sur la croûte de neige glacée à la rencontre d'un froid de 30 degrés sous zéro. Quelques jours plus tard, les premiers corps furent retrouvés. 5 des membres du groupe furent découverts plus près de la forêt. 2 gisaient près des restes d'un petit feu. Les 3 autres, semblait-il, avaient tenté de revenir à la tente, mais avaient succombé au froid en chemin. Les recherches des 4 derniers continuèrent jusqu'en mai, lorsque leurs corps furent dénichés sous une couche de plusieurs mètres de neige dans un ravin profond. Ils étaient moins bien vêtus que la première cohorte, mais ce sont précisément eux qui présentaient les blessures les plus effroyables et inexplicables. Lyudmila Dubinina avait les côtes brisées et des tissus mous, y compris la langue, étaient absents. Semyon Zolotarev avait la cage thoracique entièrement détruite. Nikolai Thibault-Brignol souffrait d'un traumatisme crânio-cérébral extrêmement grave. Les experts ont conclu que de tels dommages n'auraient pu être infligés que par l'impact d'une force immense, comparable à une onde de choc ou à une chute de grande hauteur. Pourtant, les corps ne présentaient aucune lésion externe, ni ecchymoses, ni éraflures. Sur les vêtements de Georgi Krivonichenko et de Semyon Zolotarev, des traces de contamination radioactive furent découvertes, 2 à 3 fois supérieures au rayonnement naturel ambiant. La source de cette radiation ne fut jamais établie. Une version fut avancée plus tard, selon laquelle Krivonichenko aurait pu transporter la radioactivité sur lui, car il avait précédemment travaillé sur le site atomique secret de Tcheliabinsk 40, mais cette explication ne resta qu'une hypothèse. Chez aucun des autres membres du groupe, aucune radioactivité ne fut décelée. L'enquête ne dura que 3 mois, et le 28 mai 1959, le dossier fut clos. Le rapport officiel contenait une formulation qui, loin d'apporter des réponses, soulevait davantage d'interrogations. La cause du décès des randonneurs fut une force naturelle que les individus n'étaient pas en mesure de surmonter. Ainsi fut posée la première pierre de la tragédie la plus célèbre et la plus insoluble de l'histoire soviétique. Quand les enquêteurs se sont penchés sur la scène du drame, il est devenu évident qu'ils n'avaient pas affaire à un simple accident. Trop de détails échappaient à toute logique. À commencer par la tente, dressée sur une pente dénudée et glaciale, alors qu'à seulement 1,5 km plus bas s'étendait la forêt. Un endroit bien plus sûr et évident pour passer la nuit. Les empreintes de pas, s'éloignant de la tente, formaient des chemins parallèles mais désordonnés, ce qui suggérait une désorganisation et peut-être une panique indicible. Au pied du pin où les corps de Krivonichenko et Dorochenko furent découverts, de grosses branches étaient brisées à une hauteur d'environ 3 mètres,
fait confirmer par les photographies et les témoignages. Il est probable que les randonneurs aient désespérément tenté de grimper à l'arbre, soit pour s'orienter, soit pour trouver des branches sèches. Mais dans le froid mordant de la nuit et sans vêtements, cela s'apparentait à un acte de pur désespoir. La répartition des vêtements soulevait également de nombreuses questions. Sur les premiers corps retrouvés, on a découvert des fragments d'affaires appartenant à d'autres membres du groupe. On peut en déduire qu'à leurs derniers instants, les survivants ont tenté de réchauffer leurs camarades frigorifiés. Cependant, il demeure inexplicable que les blessures les plus graves, celles incompatibles avec la vie, aient été subies par ceux qui étaient le moins bien vêtus. Les souvenirs des participants à l'opération de recherche ajoutent encore à la confusion. Evgueni Maslenikov, l'un des chefs des recherches, se souvenait plus tard que les corps, découverts au printemps dans le ravin, étaient blottis les uns contre les autres, et que l'une des victimes se trouvait dans la position d'une personne rampant. Ces détails ne figurent pas dans les protocoles officiels, mais apparaissent dans ces rapports. Il y est également fait mention qu'une feuille de papier vide était serrée dans la main de l'une des victimes, bien que cet épisode n'ait pas non plus été intégré au dossier. Enfin, Mikhail Charavin, l'un des premiers secouristes à avoir atteint la tente, affirmait dans ses mémoires officieuses que la tente semblait avoir été réinstallée après l'incident. Parmi les effets personnels du groupe, un appareil photo fut également trouvé, lequel n'était officiellement répertorié au nom d'aucun des participants de l'expédition. L'enquête officielle fut close, mais la véritable investigation ne faisait que commencer, et à chaque nouveau détail, omis des protocoles, il devenait clair. Le plus effroyable n'était pas ce qui s'était passé sur le col, mais pourquoi la vérité à ce sujet n'avait jamais osé être révélée. Parmi les effets laissés par l'expédition, une pellicule photographique développée fut découverte. Un seul et unique cliché, qui entrerait plus tard dans l'histoire de l'affaire, comme la photo numéro 33, ne montrait qu'un enchevêtrement chaotique de traînées lumineuses, vives sur fond noir. L'éventail des hypothèses quant à son origine allait d'une simple erreur technique de prise de vue à un phénomène optique unique. Cependant, aucune des hypothèses n'a jamais pu fournir d'explication exhaustive à cette anomalie. Tous ces détails épars ne sont pas le fruit de l'imagination. Une partie d'entre eux bénéficie d'une confirmation documentaire officielle, tandis que l'autre repose sur des témoignages oraux et des rapports écrits des participants aux opérations de recherche. Chacune de ces étrangetés, prises isolément, pourrait paraître insignifiante ou recevoir une interprétation rationnelle, mais rassemblées, elles tissent une toile oppressante d'inexplicable. Un sentiment persistant émerge. Derrière les lignes arides des protocoles se dissimule quelque chose d'infiniment plus grand qu'une simple coïncidence tragique. L'enquête officielle concernant la tragédie fut ouverte le 27 février 1959, immédiatement après la découverte des premiers corps des victimes. La direction en fut confiée à Lev Ivanov, un enquêteur expérimenté du parquet de la région de Sverdlovsk, qui, malgré son riche parcours professionnel, n'avait jamais été confronté à une affaire de ce type. Presque aussitôt, sur ordre de Moscou, le dossier fut placé sous contrôle spécial, signe de son importance capitale. Dès les premiers jours, des hauts dignitaires du parquet régional, des représentants du comité de la sécurité d'État et des militaires sont arrivés sur le col. L'intégralité du processus ultérieur de collecte des preuves et des informations a été méticuleusement consignée, mais bien peu de documents nous sont parvenus. Les procès-verbaux des expertises médico-légales étaient rédigés avec des lacunes chronologiques notables et parfois même avec des dates manifestement corrigées. Un même acte pouvait apparaître dans différents volumes du dossier sous des numéros distincts. De nombreux documents clés étaient dépourvus des signatures requises des responsables. Une partie des témoignages fut tout simplement retirée des matériaux avec le temps, et des fragments significatifs du dossier restèrent classifiés jusqu'aux années 1990. Quant aux radiogrammes envoyés depuis le lieu des recherches, qui, selon le règlement, auraient dû être transmis quotidiennement,
Ils sont soit totalement absents, soit marqués d'une interdiction de publication. Des décennies plus tard, Ivanov lui-même l'admettra. Il n'a pas été autorisé à mener l'enquête à son terme selon sa propre appréciation. Il a raconté qu'en 1990, il avait publié un article où il pointait directement du doigt la pression sans précédent exercée par les instances supérieures. Selon ses dires, dès qu'il s'est sérieusement penché sur la vérification des témoignages oculaires concernant l'observation de phénomènes lumineux inhabituels dans le ciel cette nuit fatidique, il lui fut catégoriquement interdit de poursuivre ses investigations dans cette direction. Ivanov supposait que la véritable cause de la tragédie pouvait être liée soit à des essais de technologie militaire, soit à des processus atmosphériques anormaux, mais on ne lui a pas permis de vérifier ces hypothèses. Officiellement, l'affaire fut classée le 28 mai 1959. La formulation finale de l'enquête frappait par son imprécision. La mort des touristes a été causée par une force naturelle que les êtres humains étaient incapables de surmonter. Pas un seul mot sur la nature concrète de cette force, pas la moindre allusion à une quelconque faute ou erreur commise. À en juger par les documents internes, l'enquête fut délibérément et rapidement menée vers cette conclusion impersonnelle, renonçant à toute analyse approfondie. Aucun des experts sollicités ne fut rappelé pour de nouveaux témoignages. Les réexamens des corps, qui auraient pu éclaircir la nature des blessures, ne furent jamais effectués. Immédiatement après la clôture de l'affaire, la zone du col fut tacitement fermée pour une longue période aux touristes et aux alpinistes. Quand, dans les années 1990, une partie des documents fut enfin déclassifiée, les chercheurs firent face à des preuves irréfutables que l'affaire avait subi une révision majeure. Dans les dossiers furent découvertes des pages arrachées, une numérotation incohérente et un classement illogique des documents. Tout cela indiquait que quelqu'un avait délibérément altéré le contenu original des matériaux de l'enquête, peut-être pour des raisons idéologiques ou pour dissimuler un secret d'État. C'est précisément ce vide d'explication officielle qui a engendré une pléthore de théories alternatives. Certaines d'entre elles revêtaient un caractère franchement fantaisiste, mais d'autres étaient bâties sur des faits bien réels, quoique incomplets. L'hypothèse la plus plausible et persistante devint celle des essais secrets de nouvelles armes. Plusieurs coïncidences frappantes l'attestent. Premièrement, en février 1959, des vols de missiles balistiques R-12 furent effectivement enregistrés au-dessus de la région de l'Oural septentrional. Deuxièmement, durant la même période, des habitants locaux signalèrent à maintes reprises l'observation dans le ciel de flashs lumineux intenses et de boules de feu se déplaçant à grande vitesse. Les documents, devenus accessibles après les années 90, contiennent des informations sur des essais dans cette région de mines parachutées d'un type particulier, des munitions capables de générer une onde de choc d'une puissance colossale sans laisser de cratère au sol. Une telle onde est susceptible de provoquer précisément ces dommages internes les plus graves, sans blessures externes apparentes, qui furent constatées chez Lyudmila Dubinina et Semyon Zolotarev. Une autre hypothèse courante met en lumière l'infrason, un phénomène naturel où les courants d'air, en interagissant avec le relief, génèrent des ondes sonores de très basse fréquence. Ces ondes, imperceptibles à l'oreille humaine, sont pourtant capables de provoquer des accès de panique irrationnelle, de désorientation et de terreur. Selon cette hypothèse, la combinaison singulière d'un vent violent et de la topographie particulière du mont Kolatsiakl aurait pu créer une résonance infrasonique, poussant les randonneurs à s'enfuir de leur tente dans un état de folie. Cependant, cette théorie n'élucide ni la nature des terribles blessures, ni pourquoi les corps ont été recherchés si longtemps. Une troisième piste évoque la présence de témoins cachés. Selon celle-ci, le groupe aurait pu tomber par hasard sur un site secret ou sur des individus dont la présence dans la région devait rester confidentielle, par exemple une unité militaire spéciale ou des testeurs d'équipements expérimentaux.
Cette hypothèse explique de manière convaincante l'ingérence ultérieure dans le déroulement de l'enquête, la disparition de documents et le climat général de secret. Mais, comme dans les autres scénarios, il n'y a ici aucune preuve directe, juste une suite d'indices indirects. Les faits, les spéculations et les mensonges officiels se sont entrelacés si étroitement qu'il est devenu impossible de discerner où s'achève la tragédie et où débute un spectacle minutieusement orchestré. D'autres hypothèses encore pointent du doigt une défaillance au sein même du système d'enquête. Selon l'une d'elles, les corps des victimes auraient été retrouvés bien avant la date officielle, mais auraient été temporairement déplacés de la scène du drame pour subir une expertise officieuse ou une vérification interne. Une telle supposition, sans pour autant prouver un meurtre, explique de manière convaincante les nombreuses incohérences de date, la confusion dans les procès-verbaux et la position étrange, presque mise en scène, de certains corps. Elle suggère que l'enquête officielle n'a pas tant dissimulé la cause des décès que les véritables circonstances et ses propres actions suite à la découverte. Il est crucial de comprendre qu'aucune de ces versions n'a obtenu de statut officiel. Pourtant, chacune d'elles n'est pas le fruit de vaines spéculations, mais le résultat de tentatives douloureuses pour trouver une logique dans des faits réels et documentés. Et quand la conclusion officielle, une force insurmontable, n'apporte strictement aucune réponse, ce sont précisément de telles hypothèses qui deviennent le seul outil pour la quête de la vérité. Aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, l'intérêt pour la tragédie du col n'a pas seulement persisté, il s'est embrasé avec une vigueur renouvelée. La raison de ce phénomène est simple. Malgré un volume colossal d'informations accumulées, le dossier est toujours dépourvu d'une logique interne fondamentale. La déclassification de nombreux documents dans les années 2000 n'a pas apporté de clarté. Au contraire, elle a généré encore plus d'interrogations. Cela a provoqué une nouvelle vague de recherche, initiée non plus par l'État, mais par des particuliers, des journalistes et des passionnés indépendants, qui ont organisé des dizaines d'expéditions sur le col. Au cours de ces expéditions, les archives météorologiques, la topographie de la pente, les propriétés physiques du manteau neigeux et l'état de la tente retrouvée ont été minutieusement étudiées. L'une des découvertes majeures a révélé que la pente de la montagne, à l'endroit où le campement avait été établi, était trop douce pour le déclenchement d'une avalanche classique et puissante. Un petit pan de neige aurait pu effectivement glisser, mais sa masse aurait été absolument insuffisante pour causer des blessures d'une telle gravité. Cette conclusion contredit directement la dernière version officielle du comité d'enquête, rendue publique en 2020. Selon cette conclusion, la cause des décès résiderait dans ce qu'on appelle une plaque à vent, un glissement localisé d'une couche de neige peu épaisse mais très dense. Cette théorie tente d'expliquer la fuite panique de la tente, mais s'écroule totalement à l'analyse de la nature des blessures. Aucun des randonneurs n'a subi de blessures typiques des victimes d'avalanche. Asphyxie par étouffement, fractures multiples des membres ou rupture pulmonaire. Qui plus est, la tente elle-même n'a été ni ensevelie sous la neige, ni déchirée en lambeaux, ce qui témoigne d'un impact extrêmement sélectif et partiel. Une reconstitution minutieuse de l'itinéraire, basée sur les journaux de bord et les photographies, a démontré que le groupe suivait scrupuleusement l'emploi du temps établi, sans dévier du chemin prévu. Cela exclut catégoriquement l'hypothèse selon laquelle les randonneurs auraient pu, par ignorance, s'aventurer dans une zone interdite ou secrète. Ils suivaient un itinéraire officiel, sans se douter qu'il serait leur dernier voyage. Même aujourd'hui, à l'ère de la transparence, les sections clés du dossier, relatives aux communications radio, aux directives internes et aux mouvements militaires dans la zone, demeurent soit classifiées, soit irrémédiablement perdues. En comparant des copies de protocoles datant de différentes années, les chercheurs ont mis au jour des divergences textuelles significatives qui ne sauraient être de simples coquilles.
et même les outils numériques modernes, simulant le comportement du groupe en tenant compte de toutes les données connues sur le vent, la neige et la température, se sont retrouvés dans une impasse. La modélisation a montré qu'en présence de toute menace extérieure, le groupe, après avoir quitté la tente, y serait très probablement revenu dès que le danger aurait cessé. Mais ils sont partis pour toujours, arrêtés par quelque chose que nous ne sommes toujours pas en mesure de comprendre. L'histoire du col de Dyatlov est une énigme figée dans les entrailles de la terre de l'Oural. Mais l'esprit humain ne se heurte pas qu'à l'inexplicable sur la terre ferme. Transportons-nous dans un autre élément, au royaume des vents salés et des vagues infinies, où, depuis plusieurs siècles, erre un autre spectre, un navire qui n'a pas sa place parmi les vivants. On le nomme le Hollandais volant, et plus on en parle, plus il est difficile de distinguer, dans cette légende, la fiction de l'horreur vécue. La légende du Hollandais volant plonge ses racines dans le folklore maritime du XVIIe siècle, une époque à la fois dorée et cruelle, où les nations européennes menaient une lutte acharnée pour les routes commerciales, traçant des itinéraires vers les Indes et l'Afrique et perdant quotidiennement leurs navires dans des tempêtes impitoyables. Le nom lui-même est attesté pour la première fois dans des sources anglophones dans les années 1790, mais par son contenu et ses symboles, l'histoire est bien plus ancienne. Elle renvoie au navigateur néerlandais, l'un des marins les plus habiles et en même temps les plus superstitieux de leur époque. Au XVIIe siècle, la Hollande était la maîtresse des mers, régnant grâce à sa flotte puissante et à un commerce mondial des plus florissants. Les chercheurs pensent que c'est par l'intermédiaire des marins hollandais que cette figure a pénétré le folklore anglais, pour ensuite se propager aux quatre coins du globe. Les premiers récits de ce vaisseau fantôme, surgissant de nulle part, fendant les flots à contrevent et se dissolvant dans la brume, furent recueillis auprès des navigateurs qui doublaient le cap de Bonne-Espérance, l'un des passages les plus périlleux de la route entre l'Europe et l'Asie. Ce cap, considéré depuis la nuit des temps comme la frontière entre deux océans, est précisément l'endroit où le navire maudit était le plus souvent aperçu. À en croire les journaux de bord et les notes de l'époque, pour les marins de ces temps lointains, il ne s'agissait pas d'une chimère. Son apparition était considérée comme un signe avant-coureur de malheur. Rencontrer le Hollandais volant annonçait une tempête inévitable, une avarie du navire, une épidémie ou des pertes humaines parmi l'équipage. Il n'attaquait pas, mais se contentait de glisser silencieusement, ses voiles gonflées par un vent qui ne soufflait pas réellement. Ainsi naissait une légende, où la malédiction d'un homme se mua en terreur éternelle pour tous ceux qui sillonnent les mers, nous laissant nous interroger sur ce qui est le plus redoutable, la colère divine ou le bruissement de la rumeur populaire, capable de transformer une tragédie en mythe immortel. Certains pensent que le capitaine fut maudit pour un meurtre qu'il aurait commis. D'autres, que la cause en fut un serment blasphématoire jeté au visage des éléments. Cependant, dans les premières relations orales, le nom du capitaine ne figure pas du tout. Il n'apparaîtra que bien plus tard, lorsque la fable maritime commencerait à prendre les contours d'un véritable récit littéraire. La version la plus connue et la plus canonique de la légende se forma définitivement vers le XVIIIe siècle. Au centre de ce récit sombre se trouve un capitaine hollandais nommé Van der Decken, qui ramenait son navire marchand des lointaines Indes orientales vers l'Europe. À l'approche du cap de Bonne-Espérance, le navire fut pris dans une tempête d'une violence inouïe. Le vent déchirait les voiles sans pitié et brisait les mâts. Des vagues gigantesques balayaient le pont. L'équipage terrifié implorait le capitaine de faire demi-tour, mais celui-ci, aveuglé par son orgueil, refusa catégoriquement. La tradition veut qu'à ce moment fatidique, il hurla de rage vers le ciel déchaîné. « Je doublerai ce cap, quand bien même il me faudrait naviguer jusqu'au jugement dernier. » Cette phrase devint sa condamnation éternelle. La mer ne pardonne pas une telle démesure. La tempête ne se calma jamais, et le navire disparut à jamais dans les abysses. Depuis lors,
Ils semblent suspendus entre les mondes, condamnés à sillonner l'océan pour l'éternité, sans jamais pouvoir accoster à aucun port. Avec le capitaine, la malédiction de ce voyage sans fin pèse également sur tout son équipage. Selon le mythe, le Hollandais volant tente parfois de communiquer avec le monde des vivants, en transmettant des missives. Les marins racontent comment une chaloupe est mise à l'eau depuis son bord, un mort aux avirons. Ceux qui s'aventurent à prendre une missive des mains du spectre trouvent une mort rapide. Plus souvent encore, on ne fait que l'apercevoir au loin. Un vaisseau antique aux voiles rongés par le temps, parfois nimbé d'une lueur funeste, et presque toujours annonciateur d'une tempête ou de quelque sinistre augure. Les origines précises de cette histoire demeurent un mystère. Certains chercheurs supposent que le personnage de Van der Decken pourrait être inspiré d'un capitaine ayant réellement existé et ayant péri au large du Cap au XVIIe siècle. Cependant, son nom ne figure pas dans les annales historiques. Dans d'autres variantes de la légende, le capitaine n'est pas hollandais, mais écossais, anglais ou même espagnol. Mais c'est pourtant le surnom de « Hollandais » qui s'est ancré. Peut-être parce qu'à cette époque, les marins des Pays-Bas étaient réputés pour leur obstination inouïe et leur bravoure, frôlant parfois la folie pure. Si l'on met de côté la mythologie pour se tourner vers les annales historiques, on découvre que les mentions du « Hollandais volant » ne se limitaient pas aux contes de marins racontés autour d'un feu de camp portuaire, mais figuraient également dans les journaux de bord officiels. Le plus ancien témoignage écrit connu date de 1796. À cette époque, des marins britanniques traversant l'Atlantique Sud ont consigné dans leur journal de quart l'observation, dans la brume nocturne, d'un navire avançant rigoureusement à contrevent. Il disparut aussi soudainement qu'il était apparu, sans émettre le moindre son. Personne ne put expliquer ce qu'ils avaient vu. Le cas le plus célèbre survint en 1881, lorsque le Hollandais volant aurait été aperçu par des officiers de la marine britannique, parmi lesquels le futur roi George V, alors jeune prince. Selon le rapport officiel, à l'aube, l'un des matelots repéra le vaisseau fantôme, baigné d'une lumière écarlate, et peu après, il périt tragiquement des suites d'un accident. Le compte-rendu de cet incident est conservé dans le journal de bord du navire, le Bacchante. Ce qu'ils virent exactement ce jour-là reste un mystère. Au total, on recense plus d'une dizaine de rapports similaires. Tous provenaient du sud, du Cap de Bonne-Espérance, des eaux de l'Atlantique Sud ou des côtes australiennes. Le caractère des descriptions était étonnamment similaire. Un vieux voilier, une lueur étrange, un mouvement défiant les lois de la physique et ce sentiment d'anxiété immuable qui étreignait les témoins. Les scientifiques ont maintes fois tenté d'apporter une explication rationnelle à ce phénomène. La version la plus répandue est celle d'un mirage optique complexe, connu sous le nom de Fata Morgana. Dans certaines conditions atmosphériques, les couches d'air au-dessus de l'eau peuvent agir comme une lentille géante, créant une réflexion déformée et considérablement agrandie d'objets situés bien au-delà de l'horizon. Un tel effet est effectivement capable de produire l'illusion d'un navire flottant ou semi-transparent. Une autre hypothèse scientifique se réfère à la réfraction atmosphérique, lorsque la lumière est réfractée de manière particulière à la frontière de l'air chaud et de l'air froid, créant l'image d'un navire suspendu directement dans le ciel. Cependant, les mirages et la réfraction sont des phénomènes extrêmement rares. Il est peu probable qu'ils se produisent avec une telle régularité, précisément dans la région du Cap. De plus, toutes les communications faisant état d'une rencontre avec le fantôme n'ont pas été faites de nuit ou dans le brouillard. Certains officiers ont affirmé l'avoir observé par temps clair, en plein jour, avec une excellente visibilité. Ce que cela fut, un phénomène physique unique, une hallucination collective ou quelque chose d'autre, nous l'ignorons. Mais, les historiens soulignent, les marins de cette époque étaient des gens extraordinairement observateurs.
Il savait lire les signes du ciel et du vent et tenait des registres scrupuleux. Bien sûr, les superstitions maritimes étaient tenaces, mais cela ne signifie pas que chaque mention du Hollandais volant n'était que le fruit d'une imagination débridée. Le simple fait que cette image se soit avérée si vivace et universelle nous pousse à nous interroger. Et si la légende reposait sur quelque chose de plus grand que la simple peur de la puissance de l'océan? Une question légitime se pose. Comment la croyance en un navire fantôme a-t-elle pu perdurer chez les marins, même après que la science a proposé des explications rationnelles à de telles apparitions? Pourquoi ces récits ont-ils continué à se multiplier et l'effroi primordial ne s'est-il pas éteint, se transmettant de génération en génération? Une partie des chercheurs penche pour l'idée que la légende était une sorte de mécanisme psychologique collectif, permettant de faire face à une incertitude totale. Les vastes étendues maritimes au XVIIe et XVIIIe siècle constituaient une zone de risque permanent, où les cartes nautiques étaient plus des œuvres d'art que des guides précis. La météo changeait avec une imprévisibilité fatale, et les chances de survie en cas de naufrage étaient quasiment nulles. Chaque départ en mer pouvait aisément s'avérer un voyage sans retour. Dans de telles circonstances, les superstitions remplissaient une fonction essentielle. Non seulement elles contribuaient à maintenir une discipline de fer à bord, mais elles donnaient aussi une forme intelligible à ce qui, autrement, aurait semblé un chaos absurde et hostile. Et la rencontre avec un navire fantôme cessait d'être une simple hallucination ou une illusion optique. Elle devenait un présage. Et s'il y a un signe, cela signifie qu'on peut se préparer à la tempête imminente. Il existe aussi une autre interprétation, selon laquelle le Hollandais volant est un puissant symbole de culpabilité inéluctable. C'est l'histoire d'un navire à jamais privé du droit de rentrer au port, d'un capitaine qui a transgressé un serment sacré et d'un équipage qui n'a jamais trouvé le repos éternel. Des images similaires sont apparues bien au-delà des traditions maritimes européennes. Dans le folklore japonais, il existe des légendes de bateaux fantômes, transportant les âmes des défunts, glissant silencieusement hors de la brume. Les sagas norvégiennes racontent des histoires de navires invisibles qui, sans capitaine ni équipage, sont emportés par le vent. Dans la mythologie chinoise, les âmes des marins noyés cherchent un passeur vers l'au-delà. Toutes ces légendes sont unies par une anxiété profonde, liée à l'impossibilité d'inhumer le corps du défunt et d'accomplir les rituels appropriés. Certains philosophes voient dans cette image un archétype universel, celui de l'Éternel errant, ayant perdu son chemin, mais n'ayant pas abandonné son but. Il semble ne pas être conscient de sa propre fin et poursuit sa route par inertie, ce qui fait de lui une figure non pas tant sinistre que tragique. Il ne porte pas le mal et ne représente pas une menace directe, il est simplement coincé entre les mondes. Ainsi, derrière la populaire fable maritime se cache quelque chose de bien plus profond que la peur de la tempête. C'est une parabole sur la facilité avec laquelle l'homme peut s'égarer et sur l'empreinte durable que cela laisse dans la mémoire collective. Avec le temps, le Hollandais volant a transcendé le folklore maritime pour devenir un élément de la haute culture. Il s'est solidement ancré dans la littérature, le théâtre et la musique, devenant un symbole intuitivement compréhensible même pour ceux qui n'ont jamais vu la mer. Au XIXe siècle, cette histoire a retrouvé un souffle nouveau grâce à l'art. Et c'est alors que son image s'est définitivement imposée dans la conscience européenne. L'un des premiers à transposer le vaisseau fantôme sur la grande scène fut l'éminent compositeur allemand Richard Wagner. Son opéra « Le vaisseau fantôme », créé en 1843, a présenté au public un tout nouveau héros. Non pas un démon sinistre des mers, mais un homme souffrant, condamné à des errances infinies et cherchant désespérément le salut dans l'amour. Ce n'était plus une légende effrayante, mais un drame romantique poignant. L'immense succès de l'opéra a conduit l'image du Hollandais à acquérir une double nature.
D'une part, il restait une partie des légendes maritimes, et d'autre part, il devint l'incarnation de la solitude tragique. À la suite de Wagner, ce thème a également trouvé un écho dans la littérature. Au XIXe siècle, des maîtres de la plume tels que Heinrich Heine, Walter Scott et Washington Irving s'y sont intéressés. Dans leurs interprétations, le navire pouvait apparaître pendant une tempête, émettre des signaux de détresse, chercher de l'aide ou tenter de se libérer de sa malédiction. Cependant, l'essence restait inchangée. Il n'a pas le pouvoir de s'arrêter et navigue non de son propre gré, mais par la volonté du destin. Au début du XXe siècle, le Hollandais volant était déjà devenu un code culturel stable, familier non seulement aux marins et aux amateurs de littérature, mais aussi aux artistes, poètes et cinéastes. Au XXe et XXIe siècle, il apparaît dans des films, des animations, des bandes dessinées et des jeux vidéo, des interprétations philosophiques sérieuses aux parodies franches. Mais partout, il conserve sa caractéristique principale. C'est quelque chose qui existe dans notre monde, mais ne lui appartient pas. Par exemple, dans la saga cinématographique des Pirates des Caraïbes, le Hollandais volant prend la forme d'un sombre navire de la mort, transportant les âmes de ceux qui ont péri en mer. Dans d'autres versions, il peut être un laboratoire secret, une base extraterrestre, ou même la métaphore d'une crise existentielle profonde. Mais quelle que soit sa forme, le navire demeure absolument isolé. Il est en voyage perpétuel, mais hors du flux du temps, et c'est précisément cette caractéristique qui le rend universel et compréhensible pour tout public. La raison de cette adaptabilité stupéfiante de la légende réside dans le fait qu'elle touche à une peur commune à tous les êtres humains. La peur de rester bloqué dans un état intermédiaire, entre la vie et la mort, entre le foyer et la route sans fin, entre le début et la fin du chemin. Nous ne saurons jamais ce que les marins hollandais ont vraiment vu au cap de Bonne-Espérance. Mais nous pouvons affirmer avec certitude ce qu'ils ont ressenti. Et c'est cette sensation, solitude infinie, inanité du mouvement et impossibilité de revenir, qui a rendu le Hollandais volant immortel. Mais si l'histoire du Hollandais volant est le mythe d'un navire qui ne peut accoster, le mystère suivant raconte l'histoire d'un bâtiment d'où tous les occupants ont mystérieusement disparu. Le navire lui-même est resté à flot, vide et en parfait état de marche, comme s'il attendait patiemment le retour de son équipage. Il fut construit en 1861 en Nouvelle-Écosse et baptisé Amazon. Dès le début, il fut poursuivi par les malheurs. Le tout premier capitaine décéda quelques jours après son départ en mer, et lors de son premier voyage, le navire subit de graves avaries. Au cours des années suivantes, l'Amazon changea plusieurs fois de propriétaire, s'échoua à de multiples reprises et entra en collision avec d'autres navires, jusqu'à être vendu à une compagnie américaine en 1867. Le nouveau propriétaire transforma entièrement le navire et lui donna un nouveau nom, le Mary Celeste. Il s'agissait d'un brick à 2 mâts d'environ 31 mètres de long, conçu pour le transport de marchandises sur les routes transatlantiques. Sous pavillon américain, il effectua plusieurs traversées couronnées de succès, mais sa réputation demeurait incertaine. Les marins notaient que le navire se comportait de manière extrêmement instable sur l'eau, bien que techniquement, il fût en parfait état. Parmi les marins superstitieux, la rumeur se renforça. Le Mary Celeste portait malheur. Pour le capitaine Benjamin Briggs, c'était l'occasion de commencer un nouveau chapitre, et il ne se doutait pas qu'il lui était destiné d'écrire la dernière page, à jamais inexpliquée, de l'histoire du Mary Celeste. Benjamin Briggs, dont la réputation de marin chevronné n'était plus à faire dans les ports de Boston et de New York, accepta, en l'an 1872, de prendre le commandement de ce navire. Le bâtiment était magnifiquement équipé, avait embarqué une nouvelle cargaison et à cet instant précis, rien ne semblait pouvoir entacher cette parfaite harmonie.
Le 7 novembre 1872, le Mary Celeste largua les amarres de Staten Island, dans l'État de New York, et mit le cap sur Gênes. Dans ses cales reposait une précieuse cargaison, près de 1700 barils d'alcool dénaturé, destinés à des usages industriels. Briggs en personne menait cette expédition, un marin d'expérience dont l'autorité ne souffrait aucune contestation. Pour ce voyage, il était accompagné de ses êtres les plus chers, son épouse, Sarah, et leur fille de 2 ans, Sophia. Le capitaine avait sélectionné lui-même son équipage de 7 hommes, ne faisant confiance qu'aux marins avec lesquels il avait déjà maintes fois sillonné les mers. Le jour du départ, le ciel était clair et l'océan d'un calme olympien. Le navire quitta le port dans un état technique irréprochable, entièrement pourvu en provisions, en eau potable et en tout le nécessaire pour une longue traversée transatlantique. Durant plusieurs semaines, le Mary Celeste progressa résolument vers l'est, fendant les eaux de l'Atlantique. Pourtant, il n'atteignit jamais son port de destination. Le 4 décembre, près d'un mois après le début de son périple, le navire fut repéré, dérivant seul dans l'océan, à proximité des Açores, sans la moindre âme à bord. Il avançait sous des voiles partiellement tissées, sans dégâts catastrophiques apparents, mais pas une seule personne ne se trouvait sur son pont. Ce jour-là, le 4 décembre 1872, la brigantine Dei Gratia traçait sa route à travers l'Atlantique. Vers midi, le matelot de quart signala un navire dont la trajectoire était étrangement instable. Le capitaine David Morehouse ordonna de s'en approcher. Lorsqu'ils furent suffisamment proches pour lire le nom inscrit sur la poupe, Morehouse fut stupéfait. C'était le Mary Celeste. Sa surprise fut d'autant plus grande qu'il connaissait personnellement le capitaine Benjamin Briggs. Ils avaient échangé à New York peu avant le départ, et selon toutes les prévisions, le Mary Celeste aurait dû être bien plus en avant. Cependant, le navire ne répondait à aucun signal. Ni pavillon, ni signaux lumineux n'émanaient de son bord, rien qui pût indiquer la présence d'un équipage. L'absence de réponse, surtout avec des voiles partiellement tissées, conférait à la scène une aura des plus sinistres. Après plusieurs tentatives infructueuses de communication, le capitaine Morehouse dépêcha une équipe d'abordage à son bord. À peine eurent-ils foulé le pont que les marins comprirent l'effrayante vérité. Le navire était absolument désert. Ni le capitaine, ni sa famille, ni le moindre membre d'équipage. Pourtant, le navire lui-même ne donnait nullement l'impression d'avoir fait naufrage. Un mètre d'eau de mer s'était accumulé dans la cale, ce qui, pour un vieux voilier en bois, était jugé une quantité tout à fait acceptable. Les voiles étaient partiellement endommagées, un des bastingages était arraché, et les écoutilles entr'ouvertes, mais les pompes d'assèchement fonctionnaient sans encombre. Le journal de bord, découvert dans la cabine du capitaine, s'interrompait à la date du 25 novembre. Les dernières lignes, d'une écriture régulière et sans le moindre signe d'inquiétude, indiquaient que le navire passait au large de l'île de Santa Maria. Tous les effets personnels de l'équipage, vêtements, bagages et même outils de travail et provisions étaient restés à leur place. Les réserves de nourriture et d'eau auraient suffi pour au moins 1 mois de navigation supplémentaire. Cependant, les instruments de navigation les plus cruciaux manquaient à l'appel: le chronomètre, le sextant et les tables nautiques. Avec eux avait également disparu l'unique chaloupe de sauvetage. Ces objets, cruciaux pour l'orientation en haute mer, furent très probablement emportés lors de l'évacuation. Aucune trace de lutte, de panique ou de conséquence d'une violente tempête ne fut découverte. Tout donnait à penser que l'équipage avait abandonné le navire de son plein gré et de manière organisée, mais pour une raison absolument insondable, sans laisser le moindre mot. L'état du navire était si bon que le capitaine Morehouse décida de le prendre en remorque et de le conduire à Gibraltar pour une enquête officielle. Lorsque le Mary Celeste arriva à Gibraltar le 12 décembre 1872,
Une enquête fut ouverte sous la direction d'un représentant de l'amirauté, l'avocat Frederick Solly Flood. Un examen minutieux confirma que le navire était parfaitement navigable. Sur les 1701 barils d'alcool, 9 se révélèrent vides, mais sans aucun signe d'intervention extérieure. Toutes les affaires personnelles, y compris les vêtements et les documents, étaient restées à bord. Les provisions et l'eau douce étaient en abondance. Aucune trace de lutte ou de dommages sérieux qui auraient pu provoquer l'évacuation ne fut trouvée. Cependant, l'absence des instruments de navigation, du journal de bord et de la chaloupe indiquait que l'équipage avait quitté le navire délibérément. Au cours de l'enquête, diverses hypothèses furent envisagées. Attaque de pirates, mutinerie à bord, ou même fraude à l'assurance. L'équipage du Dei Gratia subit des interrogatoires exténuants. Pendant ce temps, des hypothèses bien plus audacieuses foisonnaient dans les journaux et la correspondance privée. Empoisonnement par des vapeurs d'alcool, panique collective soudaine, attaque d'un monstre marin ou rencontre avec un phénomène naturel inexpliqué. Cependant, ces conjectures n'étaient pas étayées par des faits et ne figurèrent pas dans les dossiers officiels. En fin de compte, la commission parvint à une formulation sèche et évasive. Le navire fut abandonné par son équipage pour une raison inconnue, non liée à la violence ou à un naufrage. Ainsi se conclut l'enquête officielle, laissant sans réponse la question primordiale. Qu'est-ce qui put être si effrayant à bord d'un navire en parfait état pour que 10 personnes lui préfèrent une fragile chaloupe au milieu de l'océan sans bornes? Les délibérations judiciaires concernant le Mary Celeste débutèrent à la cour de l'amirauté de Gibraltar en décembre 1872 et se prolongèrent jusqu'en février de l'année suivante. La commission était présidée par le susmentionné Frederick Solly Flood, alors avocat de la couronne. 2 questions fondamentales étaient au cœur des débats. La légitimité des revendications de l'équipage du Dei Gratia pour une prime de sauvetage et l'établissement des circonstances véritables de la disparition de l'équipage du Mary Celeste. Les témoignages du capitaine David Morehouse et de ses hommes furent jugés parfaitement cohérents et exempts de contradictions. Malgré cela, Solly Flood ne dissimulait pas ses profonds soupçons, admettant la possibilité d'une collusion criminelle, bien qu'aucune preuve n'ait jamais été trouvée. Au cours des audiences, des données exhaustives furent présentées sur l'état technique du navire abandonné, la nature de sa cargaison, les enregistrements de navigation et l'ordre général à bord. L'inspection du navire ne fit que confirmer qu'il n'avait pas été attaqué et que tous les biens étaient restés intacts. En l'absence de preuves concluantes d'une intention criminelle, la Cour jugea les demandes de récompense légitimes, mais son montant fut réduit au minimum. Au lieu de la part significative attendue de la valeur de la cargaison sauvée, l'équipage du Dei Gratia ne reçut qu'environ 1/6 de la somme potentielle, 3 000 livres sterling au lieu de 15 000. La décision de justice soulignait que les actions des marins méritaient une compensation, mais n'excluait pas la possibilité que l'équipage du Mary Celeste ait abandonné le navire par erreur ou en raison d'une mauvaise évaluation de la situation. La disparition du capitaine Briggs, de sa famille et de son équipage fut officiellement consignée dans les registres comme inexpliquée. C'est ainsi que l'histoire juridique de l'affaire se referma, cédant la place à la légende. Cependant, certaines énigmes sont encore plus profondes et plus terrifiantes. Cette fois, la disparition n'eut pas lieu en pleine mer, mais sur terre. Et il ne s'agissait pas d'une expédition ou d'un détachement isolé, mais d'une colonie entière. Des familles, avec leurs outils de travail et leurs espoirs d'une vie nouvelle. Ils avaient érigé des maisons, cultivé la terre et même élu leur gouverneur. Puis, ils s'évaporèrent, tous sans exception. Il ne resta d'eux ni corps, ni tombe, ni mot d'adieu, juste un unique mot gravé sur un pilier. Roanoke. À l'aube du XVIe siècle, l'Europe vivait l'ère des grandes découvertes géographiques.
L'Angleterre, observant avec envie les succès coloniaux de l'Espagne et du Portugal, brûlait d'envie de s'implanter dans le Nouveau Monde. En l'an 1584, Sir Walter Raleigh reçut de la reine Élisabeth Ier le brevet l'autorisant à fonder une colonie en Amérique du Nord. Les premières expéditions furent de nature exploratoire et débarquèrent sur la côte de l'actuelle Caroline du Nord, sur l'île de Roanoke. Le peuplement permanent fut, lui, établi plus tard, à l'été 1587. Cette expédition était dirigée par John White, un cartographe et voyageur chevronné. Avec lui, plus de 100 personnes s'aventurèrent en terres inconnues, hommes, femmes et enfants. Parmi eux se trouvaient sa fille Eleanor et son époux, Ananias Dare. C'est ici même, sur le sol américain, que naquit leur fille, Virginia Dare, le premier enfant d'origine anglaise à voir le jour dans le Nouveau Monde. Les colons donnèrent à leur établissement le nom officiel anglais de City of Raleigh, mais l'histoire le retint sous le nom de Roanoke, d'après l'île. Au début, la vie suivit son cours. Les gens construisaient des habitations et aménageaient des potagers. Ils dépendaient entièrement du soutien de la métropole, mais se heurtèrent presque immédiatement à un manque de ressources, à des tensions croissantes avec les tribus autochtones et à une incertitude générale quant à l'avenir. C'est dans ces circonstances que le gouverneur White prit une décision capitale: retourner en Angleterre pour ravitailler la colonie en provisions et en armes et obtenir de nouvelles instructions de la couronne. Le plan semblait simple. Il devait revenir avec les fournitures au printemps de l'année suivante. Mais la grande politique se dressa sur son chemin. L'Angleterre se préparait alors à une guerre imminente. La menace d'invasion de la part de l'Espagne se mua rapidement en une mobilisation totale de toute la flotte anglaise. À l'été 1588, la célèbre campagne de l'invincible Armada débuta. Tous les navires aptes aux batailles navales, marchands, cargos et même privés, furent réquisitionnés pour les besoins de la défense. John White tenta désespérément de quitter le pays, mais ces navires ne recevaient pas l'autorisation de prendre la mer ou étaient réaffectés à d'autres missions. Ce n'est que près de 3 ans plus tard, en 1590, qu'il réussit enfin à organiser une expédition de retour vers les côtes de Roanoke. Ce retard se révéla fatal. Le retour lui-même se transforma en une épreuve des plus ardues. Une partie de l'équipage se mutina, ces navires furent pris 2 fois dans des tempêtes d'une violence inouïe, et ce n'est qu'à la fin du mois qu'un petit groupe, incluant White lui-même, put débarquer sur l'île. Ce qui se présenta à ses yeux défiait toute explication rationnelle. La colonie était entièrement désertée. Les maisons soigneusement bâties n'étaient pas incendiées, mais démontées. Cela ne ressemblait en rien aux traces d'une bataille ou d'une attaque soudaine. Il s'agissait plutôt du témoignage d'un départ organisé. Mais où et, surtout, pourquoi? À cela, les rues vides et la forêt silencieuse tout autour ne donnaient aucune réponse. Le village l'accueillit d'un silence de mort. Il n'y avait ni trace de bataille, ni odeur de brûlé, ni signe de la panique qui caractérise une attaque soudaine. Tout semblait indiquer que les habitants avaient quitté les lieux de leur plein gré, mais leur départ avait été organisé avec une méthodologie effrayante. Même les tombes laissées par l'expédition de John White sur leurs parcelles avaient été déterrées, peut-être par des bêtes sauvages. À l'horizon, pas le moindre navire en vue, pas un son de voix, pas même des traces de bateaux sur le sable du rivage. Le seul témoin muet de ce qui s'était passé était une inscription gravée dans des troncs d'arbres. Sur l'un d'eux, quelqu'un avait clairement sculpté le mot « Croatoan ». Sur un autre, seul un fragment « Cro » était visible. Il n'y avait rien d'autre, ni carte cachée, ni message d'adieu dans les journaux intimes, ni aucune autre missive. Mais le plus troublant pour White fut l'absence de croix. Les colons avaient fermement convenu qu'en cas de malheur ou d'attaque, ils laisseraient ce signe comme signal d'alarme. L'absence de ce symbole laissait planer une étrange espérance.
White supposa que les colons auraient pu se déplacer de manière organisée vers l'île voisine de Hatteras, que les tribus indigènes appelaient précisément Croatoan. Cependant, la tentative de vérifier cette hypothèse se solda par un échec cuisant. Une tempête soudaine força le navire à lever l'ancre en hâte et à s'éloigner des côtes dangereuses. Les ressources de l'expédition s'épuisaient, l'hiver approchait, et aucune possibilité de revenir à court terme n'était envisageable. Ce moment marqua la fin de la tragédie personnelle de John White, qui ne revit jamais sa fille, sa petite-fille, ni aucun des 150 colons. Parallèlement, il fut le point de départ de l'une des énigmes les plus célèbres et les plus angoissantes de l'histoire coloniale de l'Empire britannique. Pour White lui-même, l'inscription sur l'arbre ne portait aucune menace. Au contraire, le mot « Croatoan » était le seul fil d'Ariane, indiquant une direction possible de recherche. Le nom de cette tribu était bien connu des colons. Les Amérindiens Croatoan étaient considérés comme un peuple relativement pacifique, avec lequel les Anglais avaient déjà tenté d'établir le contact. Contrairement aux Sécotans, hostiles, ils avaient accueilli les Européens sans agression ouverte. White interpréta donc cette inscription non pas comme une trace fortuite, mais comme un repère convenu à l'avance, indiquant un refuge sûr. Et pourtant, le message était d'une concision effrayante. Que signifiait-il? Le nom de l'île, le nom du peuple, ou quelque chose de tout à fait différent? Ni date, ni précision. White ne pouvait savoir depuis combien de temps cette gravure avait été faite, ni si ceux qui l'avaient laissée étaient encore en vie. Brisé par l'échec, il fut contraint de regagner l'Angleterre, sans jamais avoir pu atteindre l'île voisine pour confirmer ou infirmer son hypothèse. L'équipage de son navire, confronté à une pénurie de vivres et à la fureur des éléments, refusa de prendre le moindre risque. Ce fut la dernière tentative concrète de percer ce mystère. Plus de 400 ans s'écoulèrent et la question du sort des habitants de Roanoke demeurait sans réponse. Durant les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, les tentatives de percer ce secret furent sporadiques, mais le XXe siècle marqua le début de véritables recherches scientifiques. Les historiens concentrèrent leur attention sur deux lieux essentiels, l'île de Roanoke elle-même, où la colonie s'était volatilisée sans laisser de traces, et l'île d'Hatteras, ce même Croatoan, où, selon White, les colons auraient pu s'établir. Dans la première moitié du XXe siècle, les archéologues entreprirent des fouilles de grande envergure sur les deux îles. Sur le site du fort supposé à Roanoke, on découvrit des vestiges de fortifications, des planches carbonisées et des fragments de poterie datant de la fin du XVIe siècle. Cependant, rien de ce qui fut mis au jour ne laissait présager une disparition violente ou une tragédie. Aucune trace de bataille majeure, de charnier ou de destruction n'était présente pour expliquer la volatilisation subite de toute une communauté. Des découvertes bien plus intrigantes attendaient les chercheurs plus au sud, sur l'île d'Hatteras. Dans les années 1990 et 2000, des artefacts y furent mis au jour qui, avec une forte probabilité, auraient pu appartenir soit aux colons anglais eux-mêmes, soit à ceux qui étaient entrés en contact étroit avec eux. Parmi les trouvailles figurait un anneau de l'époque de la reine Élisabeth Ier, des outils en fer et des céramiques de fabrication européenne, enfouis à une profondeur correspondant à la période de la fin du XVIe siècle. Les archéologues de la Fondation Première Colonie émirent de l'hypothèse qu'une partie du groupe, du moins, aurait pu effectivement migrer volontairement vers la tribu Croatoan et être progressivement acceptée au sein de sa communauté. Cela expliquait élégamment l'absence de traces de violence. Il n'y eut ni conflit, ni combat. Les gens étaient simplement partis. Cependant, ces découvertes archéologiques ne demeurent pour l'instant que des preuves indirectes. Les artefacts auraient pu atteindre l'île par d'autres voies, par le commerce, des échanges ou un naufrage.
Le consensus scientifique actuel reste prudent. Les preuves irréfutables que la colonie disparue de Roanoke ait trouvé son ultime refuge à Hatteras sont pour l'heure insuffisantes. Néanmoins, cette piste de recherche demeure la plus prometteuse. L'énigme de Roanoke a engendré des dizaines de versions, des plus rationnelles aux plus ouvertement mystiques. Dès le XVIIe siècle, parmi les colons explorant les côtes de Virginie et de Caroline, des rumeurs persistantes circulaient au sujet de tribus amérindiennes vivant à l'intérieur des terres, dont les membres auraient eu les yeux gris et la peau claire. Ces récits jetèrent les bases de la théorie selon laquelle les colons se seraient assimilés, se dissolvant au sein de la population autochtone. Ainsi naissait une légende où artefacts concrets et récits d'autochtones aux yeux clairs s'entremêlèrent. Mais ce départ fut-il une fusion volontaire avec un monde nouveau ou une tentative désespérée de survie qui se mua en une disparition totale et irréversible? La dure réalité du nouveau monde aurait pu se révéler un fardeau insoutenable pour eux. Des ruptures d'approvisionnement en eau potable, la destruction des récoltes dues à la sécheresse ou aux maladies, des épidémies contre lesquelles les colons étaient démunis, chacun de ces facteurs aurait pu s'avérer fatal. Se retrouvant en totale isolation de l'Angleterre, la colonie aurait pu ne pas supporter la pression d'un environnement hostile et prendre la décision de quitter le fort par elle-même, en quête d'un meilleur destin. Cette version ne bénéficie d'aucune confirmation directe, mais elle explique logiquement pourquoi, après le départ des habitants, il ne subsista ni trace de combat, ni signe de destruction. En guise d'alternative, l'hypothèse d'une attaque hostile fut envisagée, et les soupçons des historiens se portèrent sur la tribu des Sécotones, connue pour son hostilité envers les étrangers. Cependant, cette hypothèse se heurte à une absence totale de preuves archéologiques. Sur le site de la colonie, aucune trace n'a été découverte, ni fosse commune, ni arme brisée, ni le moindre indice de mort violente qui aurait inévitablement subsisté après l'extermination d'une communauté entière. De surcroît, les traditions orales des peuples autochtones eux-mêmes, avec lesquels les missionnaires anglais entrèrent en contact par la suite, ne mentionnent aucun massacre. Tout au plus, faisaient-elles de vagues allusions au fait que des hommes blancs auraient pu vivre parmi eux pendant un certain temps. C'est précisément ce vide de connaissances qui a engendré un terreau fertile pour des spéculations ouvertement fantastiques. Dans l'imaginaire collectif, l'histoire de la colonie perdue s'est parée de légendes mystiques évoquant une ancienne malédiction. Des récits ont émergé parlant de sacrifices rituels, de vaisseaux fantômes emportant les colons vers d'autres mondes, et même de failles spatio-temporelles ayant englouti toute la colonie. Ces motifs ont trouvé un large écho dans la littérature, le cinéma et la culture populaire, transformant une tragédie historique en un thriller captivant. La position la plus nuancée des chercheurs contemporains s'oriente vers un scénario de désintégration progressive de la communauté. Très probablement, une partie des colons fut réellement acceptée par les tribus voisines, peut-être les Croatoans sur l'île d'Hatteras ou d'autres groupes dans l'arrière-pays, où ils finirent par s'assimiler complètement au fil du temps. Le sort des autres fut sans doute bien plus tragique. Ils auraient pu périr de faim et de maladie, soit tenter désespérément de regagner l'Angleterre sur des embarcations de fortune et disparaître dans l'océan. Mais en raison de l'absence totale de preuves directes, restes humains, écrits de dernière heure ou artefacts manifestes, aucune des versions ne peut prétendre au statut de vérité définitive. En définitive, le destin de la colonie de Roanoke n'est pas une simple énigme historique. C'est un rappel glaçant de la fragilité de l'histoire humaine et de la facilité avec laquelle elle peut être effacée, ne laissant derrière elle que le silence et une question éternelle sans réponse.